Donc, voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble, du coup, ces photomontages dadaïstes. Alors, ici, nous sommes, je vous montre donc des artistes qui sont des artistes allemands, principalement. J'essaie juste, excusez-moi, hein. Euh, donc, voyons voir un petit peu à quoi ils ressemblent, du coup, ces photomontages dadaïstes. Donc, ici, je vous montre des artistes qui sont plutôt des artistes allemands. Donc, ici, c'est Raoul Haussmann, excusez-moi, et avec cet collage et un photomontage qui s'appelle Tatlin Atom. Donc, évidemment, c'est un collage et un photomontage, puisqu'il y a aussi la photographie qui rentre dedans. Et donc, en fait, Haussmann, il nous montre Tatlin, qui était un artiste constructiviste russe, euh, qui avait promu un certain matérialisme, etc. Nous n'avons pas vu encore les constructivistes. Et en fait, il les dépeint avec cette sorte de machine sur la tête. Donc, on verra que ce thème aussi de l'homme et de la machine, de l'artiste un petit peu ingénieur, c'est un thème qui reviendra systématiquement chez les dadaïstes et aussi chez les surréalistes. Et ici, en fait, donc il a cette sorte de machine sur la tête et il y a toute une série d'assemblages de choses qui ne sont pas spécialement cohérentes entre elles, avec un espace aussi qui ne respecte ni la perspective, ni une disposition des tailles et des proportions. Et en fait, ce qu'il nous dit, Osman, c'est que ce qui l'intéressait, c'était à travers les photomontages, de trouver une explosion de points de vue et une interprétation tourbillante de plusieurs niveaux d'image. Et donc, si vous vous souvenez, on avait beaucoup parlé de cette fameuse pluridimensionnalité lorsqu'on a parlé des peintres cubistes. Et ici, en fait, cette fameuse explosion de points de vue, elle s'est faite grâce à la technique employée, donc grâce à cette photomontage au collage, et également grâce justement à l'association des différentes images qui proviennent en plus des choses différentes, que ce soit du journal, que ce soit des magazines différents, donc qui permettent en quelque sorte de mettre ces mêmes images, ces mêmes réalités sur un même plan. Et donc, ça, c'est le genre de travail qu'on retrouve du coup à l'époque dans ce genre de photomontage. Après, surtout chez les Allemands, ça prendra aussi un côté un petit peu plus politique, comme c'est le cas des collages de photomontage de Hannah Höch, qui est une artiste, une femme de temps en temps, et qui ici donc était également la compagne pendant un moment de Haussmann, et qui ici elle nous représente ces deux grands personnages de la finance, donc vous voyez ici, qui sont coupés en deux par cette fusil. Et donc, au final, le photomontage, déjà depuis sa naissance, il s'apparente un petit peu à un instrument pour devenir critique politique et sociale, et également un instrument pour faire une sorte de caricature en changeant les tailles, les corps des personnages, etc. Ici, à la fois avec un côté un peu comique et agressif. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire avec ça? et, et donc, on retrouve ça surtout dans la partie allemande, d'un côté un peu plus politisant du Dada, alors qu'à la base, c'est un mouvement qui se veut quand même assez anarchique, donc qui n'a pas un but vraiment d'orientation politique. Et ici, évidemment, ça prend un petit peu plus une orientation. On est aussi en 1923. Je vous en montre un autre particulièrement intéressant, toujours de Anna Hock. Donc, où on voit, désolé parce que vous allez voir l'image coupée, mais où on voit tout cet collage des différentes découpes faites des magazines de l'époque. Et le titre c'est Cat with the kitchen knife, Dada through the beer belly of the Weimar Republic. Donc, il y a clairement la référence à la politique allemande de l'époque. Et en même temps, il y a ces côtés, donc on retrouve les mots d'ailleurs Dada qui se répètent à plusieurs reprises, et on a finalement ces associations d'images qui sont là plutôt entre formes entre elles que pour constituer de véritables signifiants. Et donc ça demande finalement, ça devient finalement une sorte de représentation vraiment contemporaine de la société de l'époque, où tous ces éléments sont mis sur un même plan bidimensionnel, et vraiment dans aussi un moment de changement où, comme comme vous voyez, les éléments liés à la machine, à la production industrielle sont souvent mis en avant.
Ensuite, nous arriverons à des choses qui sont encore plus explicitement politiques, comme c'est le cas des photomontages. Là, on est vraiment dans les photomontages de John Heartfield, où on retrouve ce travail assez célèbre sur Adolf Hitler. Il nous dit Adolphe le surhomme qui avale de l'or et crache tout toc. Ici, on est en 1932, et en fait, l'artiste, il fait un véritable photomontage. Ici, pour le coup, où il prend une image d'Adolf Hitler et il englobe avec une image de radiographie. On voit à l'intérieur du corps d'Adolf Hitler, à la place de sa colonne vertébrale, une pile de pièces de monnaie et évidemment les signes de la croix gammée. Et donc, c'est vraiment pour pouvoir critiquer justement les travaux politiques d'Adolf Hitler comme quelqu'un qui est en train de se faire de l'argent pour cracher ou pour chier, on va dire, autre chose, d'accord? Donc, et du coup, bah, c'est quelque chose, cette utilisation finalement du photomontage qui nous suit toujours aujourd'hui et de façon très différente pour pouvoir critiquer certaines aspects politiques en prenant justement les personnages célèbres et pouvoir les détourner. Donc ici, on est déjà dans une démarche de détournement qui sera quelque chose qui va perdurer dans tout l'art contemporain jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Et donc c'est pour ça aussi que je vous disais, dans le dadaïsme, on retrouve un petit peu tous les éléments qui vont nous permettre de comprendre le paradigme de l'art contemporain, sur certains aspects évidemment. Alors, un autre aspect, donc nous avons parlé de collage, de photomontage, d'assemblage. On va maintenant parler de ce que c'est ce fameux ready-made. Alors déjà, le terme il nous dit, si on le traduit de l'anglais, ça veut dire quelque chose qui est déjà fait. Et on doit la paternité de cette ready-made à Marcel Duchamp, bien qu'évidemment tous les éléments étaient déjà là aussi pour que ça se fasse. Mais disons que c'est lui qui a un petit peu pris la peine de définir vraiment qu'est-ce que c'est. Et donc les premiers ready-made qu'on considère, en tout cas historiquement, c'est cette fameuse roue de bicyclette de 1913, même si ce n'est pas tout à fait un ready-made puisqu'il s'agit encore d'un assemblage de deux objets, donc d'un tabouret et d'une roue de vélo renversée, où le tabouret ici devient en quelque sorte un petit peu le socle de la sculpture qui est en plus une sculpture dynamique puisqu'on peut bouger cette fameuse roue de bicyclette. Alors, ce terme qui a été en fait inventé par cette fameuse Marcel Duchamp en 2015, c'était pour désigner un objet manufacturé qui était promu au statut d'œuvre d'art. Donc, ce geste révolutionnaire d'appropriation va durablement modifier la notion même de beauté et investir l'artiste du pouvoir de substituer, ça c'est ce qui est très important, la présentation à la représentation. Et donc, il y a vraiment un glissement qui s'est fait de sa part, de passer justement de la représentation à la présentation de quelque chose qui existe déjà et qui donc n'est pas réalisé par les mains de l'artiste. Et donc, dans leur déstructuration du langage, c'est quand même une étape très importante, celle de ne plus de retirer à l'artiste l'action même de réaliser l'objet artistique, puisque c'est un objet qui existe déjà, qui est juste présenté. D'accord? Alors ici, donc c'est en 1915, donc la date, parce que même si la roue de bicyclette a été réalisée en 1913, c'est à ce moment-là que Duchamp, qui entre-temps s'était transféré à New York, en ouvrant donc un dictionnaire, il cherche les mots ready-made dans l'Oxford English Dictionary, et où il retrouve cette définition de ready-made pour des objets faits à la main ou des produits industriels qui sont prêts à l'usage immédiat et non faits sur commande. Le terme est souvent utilisé de façon péjorative en faisant allusion aux qualités inférieures de certains articles de ménage. Donc c'est intéressant parce qu'en plus, il ne s'agit pas de prendre un objet qui puisse avoir une connotation esthétique quelconque. Exemple, vous prenez une très belle lampe, elle a déjà une certaine connotation esthétique, une certaine fonction bien sûr en tant qu'objet. Ici, il s'agit de prendre des objets qui souvent n'ont aucun intérêt spécifique esthétique, justement pour renforcer un petit peu ces mécanismes de ready-made. Et en fait, avant d'en arriver là, Duchamp avait fait partie des peintres cubistes. Et il avait notamment peint plusieurs tableaux, dont un tableau assez célèbre. Donc ici, je vous ai juste mis les dates des naissances et des morts, comme ça vous avez un petit peu une idée. Et il avait peint ces fameux tableaux.
qui est Nous descendons les escaliers. Bon, ça c'est la deuxième version, il en a fait plusieurs. Et en fait, lorsqu'il présente ces tableaux dans une exposition cubiste, ce tableau n'est pas accepté. On lui demande au moins de changer les titres du tableau, probablement parce que cette idée de nu qui descend les escaliers était trop académique aussi pour les cubistes. Ça faisait trop référence un petit peu à certaines histoires. Et ce qui les a dérangés davantage, c'est qu'ils estimaient qu'il s'agissait plutôt d'un tableau futuriste où ce qui est mis en avant, c'est les mouvements, alors que ce n'était pas la recherche des cubistes. Alors Duchamp ne comprend pas très bien pourquoi le tableau n'est pas accepté. D'ailleurs, il fait référence justement au fait qu'il réutilise aussi cette palette neutre, parce que si on reprend par exemple ce tableau de Georges Braque que nous avions étudié ensemble, Broc et Vionon, on est un petit peu sur la même palette chromatique, qui est une palette relativement neutre et monochrome. Et donc finalement, il décide de ne pas exposer son œuvre, et il exposera un petit peu plus tard, quelques années après, à New York, où elle va avoir beaucoup de succès. Et lorsque Duchamp arrive à New York, il va se mettre il va fonder avec d'autres artistes une association des artistes indépendants qui est censée, aussi suite un petit peu à cet épisode, qui est censée accepter toutes sortes d'œuvres sans jugement, dans un esprit qui est un esprit très dada. Alors, à ce moment-là, Duchamp décide aussi d'arrêter de peindre, même si on va voir que c'est pas tout à fait le cas. Et donc, il s'impose un petit peu une coupure par rapport à une production qui est quand même encore traditionnelle liée au médium de la peinture. Et c'est d'ici qu'est née la fameuse histoire liée à cette œuvre très critiquée de Marcel Duchamp, Fontaine, qu'il s'agit, comme vous le voyez, d'un urinoir qui est présenté à tourner de 90 degrés. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il fait Duchamp? Il essaie de tester un petit peu cette fameuse association des artistes indépendants duquel il faisait partie, en envoyant donc un urinoir signé Hermout avec la date, pour que cette association puisse décider s'il est exposé ou pas dans leur exposition. Et finalement, il y a beaucoup de débats, et puis cette fameuse fontaine n'est pas acceptée avec ces deux motifs principaux, en disant l'objet est immoral et vulgaire, l'objet est un plagiat ou plutôt une pièce commerciale ressortie à l'art du plombier. Donc, il semblerait que, là aussi, il y a plusieurs théories sur cette signature, etc. On ne sait même pas aujourd'hui tout à fait si la paternité de cette œuvre n'est pas finalement l'œuvre de quelqu'un d'autre. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais donc, Duchamp, il a repris donc le nom de l'entreprise qui produisait ces urinoirs pour signer cette œuvre. Et en fait, ce qu'il voulait voir, c'était de tester la fiabilité finalement de l'engagement de cet regroupement d'artistes indépendants, dans le fait d'accepter tout comme œuvre possible du moment où c'était présenté dans un espace qui consacre un objet en œuvre d'art. Donc, il ne s'agit plus de produire un artefact, mais il s'agit de présenter, de choisir, et du moment où cela est accepté par les marchés ou par les personnes qui reconnaissent qu'est-ce qui est une œuvre d'art et ce qui ne l'est pas, automatiquement, il y a les coups de baguette magique et un urinoir peut devenir une œuvre d'art. Alors ensuite, cette œuvre, elle a été détruite, et en plus Duchamp, il en a créé des copies, donc il y a une sorte d'absurde parce que finalement la société qui produisait ces urinoirs n'existait plus, donc il a fait des copies de cet urinoir, donc il y a également une mise en discussion par rapport à l'unicité de l'œuvre qui se met en place, sujet qui est déjà discuté évidemment depuis la naissance de la photographie sur est-ce qu'une œuvre d'art finalement elle est définie aussi par le fait d'être une pièce unique? Est-ce qu'il peut y avoir des copies conformes? De quoi elles sont caractérisées ces copies? C'est toute une série de questions à lesquelles Duchamp, en tant qu'artiste, essaie de répondre en ouvrant un petit peu le champ des recherches de tout ce qui se produit aujourd'hui encore, en tout cas de tout ce qui influence encore aujourd'hui la production contemporaine artistique.